Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, informations, reportages et invités pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce mardi 10 décembre. Nouvelle journée de mobilisation ce mardi contre le projet de réforme des retraites. Manifestation à Paris précédée par quelques actions locales comme ce matin à Guyancourt. Dans cette édition, le point pour la journée de demain dans les transports. 85 jeunes récompensés pour leur mérite. Le conseil départemental des Yvelines leur a remis des ordinateurs portables. Ce sont des collégiens du réseau d'éducation prioritaire. Ils pourront conserver ces équipements pour la suite de leurs études. Enfin, il va subir ses premiers travaux d'envergure depuis son ouverture en 1984 à Montigny-le-Bretonneux. Le club Le Village fermera ses portes le 21 décembre pour un an de travaux, un chantier d'envergure, plus de 6 millions d'euros pour moderniser l'ensemble. À suivre dans ce journal également, on reviendra sur cette conférence organisée par 5 collectifs Cantine sans plastique samedi à Louvciennes et puis 2 semaines après la fin du Grenelle des violences conjugales, le témoignage d'une femme victime des coups de son ex-mari. Elle est aujourd'hui hébergée par une association. Nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites à la veille des annonces du Premier ministre Édouard Philippe. 180 000 manifestants selon les syndicats ont défilé à Paris, 27 000 selon le cabinet indépendant Occurrence. Un cortège composé d'organisations yvelinoises. La CGT avait par exemple affrété 5 bus pour l'occasion. Avant de se rendre sur le lieu de la manifestation à Paris, des actions locales ont eu lieu aussi. Exemple avec ce rassemblement ce matin devant les locaux de l'université Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt, à l'appel d'une interorganisation. Une quinzaine d'étudiants, de professeurs et de personnel de l'établissement étaient mobilisés contre le projet de loi et aussi pour dénoncer la précarité étudiante. Ces personnes se sont rendues ensuite devant l'UFR des sciences de la santé à Montigny-le-Bretonneux où l'UVSQ votait son adhésion en tant que membre à l'université Paris-Saclay. Les propos sont recueillis par Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. La fonction publique est directement impactée par ce projet de réforme, puisqu'effectivement sur le calcul des pensions, il va y avoir une différence très importante qui est estimée à moins 20% par rapport au système actuel et que par ailleurs nous on subit aussi un projet de loi de transformation de la fonction publique qui va complètement redéfinir les modalités de représentation mais aussi le principe, les missions du service public. D'autres actions au niveau local se sont déroulées hier. Électriciens et gaziers ont par exemple coupé l'électricité pendant 2 heures à la préfecture et à l'hôtel de police de Versailles. Des perturbations encore à prévoir avec quelques petites améliorations pour la journée de demain, mercredi 11 décembre. Le trafic de la ligne U reprend très partiellement sa circulation, prévoir un train par sens toutes les 1 à 2 heures entre 5h20 et minuit 56. Pour la ligne N, ça ne change pas par rapport à aujourd'hui. Un train toutes les 30 minutes entre Rambouillet et Paris-Montparnasse de 6h à 10h30 et de 16h30 à 21h30. Autant de trains sur l'axe Plaisir-Grignon, mais sur les créneaux 5h15 à 10h30 et de 16h15 à 22h. Pour les lignes de RER, peu ou pas de changement non plus. Prévoyez un train sur 2 en heure de pointe sur le RER A, un train sur 3 sur le RER B. L'interconnexion est toujours interrompue en gare du Nord. Enfin, aucun train ne circulera encore sur le RER C entre Paris-Austerlitz et les gares de Saint-Quentin en Yvelines, Versailles-Rive-Gauche et Versailles-Chantier. À noter que 4 trams sur 5 seront assurés demain sur le T6 qui passe notamment par Vélizy et Viroflay. Et enfin sur le réseau Skibus, le trafic est revenu à la normale aujourd'hui. Cela devrait se poursuivre ce mercredi. Prévoyez tout de même quelques retards. Dans l'actualité du jour aussi, on prend la direction de Trappes. Un forum des professionnels de l'emploi et de l'insertion était programmé pendant toute la journée en salle du Conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Cette 2e édition organisée par la Cité des métiers, le département et l'agglomération étaient exclusivement réservés aux professionnels. Au total, 35 stands étaient installés. Les interviews collectées par Mickaël Elmidoro. L'objectif de cette journée, c'est de faire connaître les acteurs du territoire qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de l'emploi pour permettre de meilleures prescriptions et un retour à l'emploi des personnes habitant sur le territoire de Saint-Quentin. Ça permet de booster sur tous les échanges entre les professionnels du territoire et de fait de mieux se connaître et donc de mieux accompagner nos publics qui en ont le plus besoin.
Au chapitre des municipales, il sera candidat pour un second mandat à Bois d'Arcy. Le maire Les Républicains Philippe Bennassaya a lancé officiellement sa campagne ce lundi. 200 personnes, habitants et soutiens, sont venus à cette soirée où l'édile a présenté son bilan et dévoilé quelques pistes pour son programme. Philippe Bennassaya avait été élu pour la première fois en 2014, succédant au maire socialiste Claude Vuillet. Toute l'actualité des élections municipales 2020 à suivre ce soir dans un nouveau numéro du 7-8 politique présenté par Wilfried Richy sur TV78. Une cérémonie de don d'ordinateurs, premier événement du genre organisé hier lundi par le Conseil départemental des Yvelines à Versailles. La collectivité a souhaité mettre en valeur des élèves méritants. 85 collégiens issus des réseaux d'éducation prioritaire ont reçu des ordinateurs portables qu'ils pourront garder pour la suite de leurs études. Et des élèves de 6e et de 5e de collèges de Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Limay, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Sartrouville ou encore Trappes. Écoutez ces témoignages au micro de Manon Varaldo. Pour choisir les enfants, nous nous en sommes adressés directement aux principaux des collèges concernés. On leur demande de choisir les élèves particulièrement méritants, que ce soit par leur comportement, leur participation à la vie citoyenne, par leur progression, des élèves qui méritent d'être récompensés, encouragés. Je suis content et on m'a dit que je le méritais, donc je suis encore plus content. Dans ce état-là, y a des gens qui pensent à nous. Quand on fait tous nos efforts, je vais bien travailler sur ça, je vais faire des exposés. Et ça va beaucoup m'aider pour l'année prochaine et pour mon avenir. Je suis choquée, je ne pensais pas cette année que j'aurais eu ce cadeau-là. Ce à quoi le département répond qu'il s'agit avant tout d'un outil de travail faisant partie de l'éducation numérique. Ces dons d'ordinateurs pour les collégiens devraient se poursuivre à raison de 2 cérémonies par an. 5 collectifs s'unissent pour informer sur la dangerosité du plastique. Le plastique du poison dans nos assiettes. Une conférence organisée samedi dernier à Louvciennes. Et pour parler de cette conférence, revenir sur cet événement, 2 invités. Mélanie Toussaint, bonsoir. Et Christelle Vautrin, bonsoir. Alors vous êtes 2 membres du collectif Cantine sans plastique de Louvciennes. Le rendez-vous était organisé avec d'autres collectifs Cantine sans plastique, ceux de Croissy-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye, Chatou et Levallois-Perret dans le département des Hauts-de-Seine. Et déjà, rappelons ce qu'est un collectif sans plastique, collectif Cantine sans plastique. Alors, le collectif Cantine sans plastique, c'est un regroupement de parents d'élèves, tout simplement, avec des compétences et surtout un engagement fort pour la santé des enfants. Voilà, il nous a paru important de former un collectif sur Louvciennes au vu des problématiques rencontrées dans les cantines, tant à la crèche que dans les écoles de notre ville. Alors si on fait un point sur la législation, la loi Egalim qui est portée notamment par la députée Lauriane Rossi que vous receviez lors de cet événement, cette loi proscrit le plastique dans toutes les étapes de la restauration collective, de la crèche à l'université. Est-ce qu'elle est totalement appliquée? Alors l'application est prévue pour 2025, c'est ça? En tout cas, on est dans un processus... elle est applicable en 2025, mais ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre de marche dès maintenant, parce que on sait que la toxicité de ces perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans le plastique et qui migrent dans les aliments, elle est avérée. Donc c'est bien pour ça que la loi a été éditée et qu'il faut la mettre... Enfin, les marchés sont maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut se mettre en ordre de marche, en fait. Alors, je précise juste par rapport à ce qui s'est affiché, vous êtes bien Christelle Vautrin et non Mélanie Toussaint. Mélanie Toussaint est à ma gauche. Voilà, juste une petite précision. Du coup, pourquoi s'unir? Là, il y avait 5 collectifs réunis samedi. Pourquoi s'unir contre le plastique, justement, Mélanie Toussaint? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on est des collectifs de parents, souvent peu nombreux au regard de tous les parents concernés dans les communes, avec les enfants scolarisés. Et on porte une voix, mais parfois elle n'est pas assez portée. Donc on a décidé de former une coalition pour porter la voix sur la même problématique, parce qu'en fait, on a les mêmes problématiques dans ces communes, dans le 78 et à Levallois, dans le 92, sur les barquettes en plastique
ou du bioplastique, puisque ce sont aussi des barquettes en plastique, et donc les problématiques de migration des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation de nos enfants. Donc et donc on a jugé... Les dangers sur lesquels vous voulez alerter, c'est qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans ces plastiques. Donc dans ces plastiques, la problématique de ces barquettes qui sont servies dans nos communes, donc c'est l'industrialisation aussi des préparations des repas au sein d'unités de production plutôt que de cantines centrales, et qui utilisent la liaison froide, c'est-à-dire l'abaissement en température des préparations de repas et de préparer dans des barquettes, stocker dans des barquettes et réchauffer dans les barquettes, dans les cantines satellites, en tout cas sur le lieu de restauration des enfants. Et en fait, on avait les mêmes problématiques, on a les mêmes problématiques. Et du coup, on a jugé utile de porter la voix de façon plus forte en se réunissant samedi dans une conférence publique à Lucienne. Et l'idée, c'est aussi de dire qu'il y a des solutions, des solutions de remplacement au plastique. C'est ça, quelles sont-elles? Comment peut-on supprimer totalement le plastique? Les matériaux inertes, c'est essentiellement l'inox et le verre, en fait. Parce que ce qui est mis dans la loi aussi, c'est que c'est les plastiques de toute origine, en fait, qui sont à proscrire. Aussi bien d'origine pétrolière que d'origine de la biomasse à base de cellulose. Il y a toujours une couche de plastique pour faire l'étanchéité. Donc, c'est présenté comme une solution par les industriels, ces barquettes de cellulose, mais ce n'en est pas une, en fait. C'est vraiment l'inox et le verre qui sont à privilégier, et plus particulièrement l'inox pour tout ce qui est aliments réchauffés, et pour les biberons, par exemple, ce serait plutôt du verre. Est-ce que d'autres actions sont prévues, peut-être des actions de prévention, notamment ? Allez-y. Les actions de prévention, c'est vrai qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre à notre échelle, et on voudrait vraiment que les pouvoirs publics fassent quelque chose, ne serait-ce que dans les maternités pour proscrire les biberons en plastique et parler des biberons en verre. Les gens ne sont pas forcément informés des dangers de ces perturbateurs endocriniens, parce que ces barquettes en plastique, qu'elles soient en plastique pétrosourcé ou de la biomasse, elles sont partout. Les dangers sont partout, et nos enfants, et particulièrement dans la tranche 0-3 ans, sont très sensibles à ces molécules toxiques. Donc il est temps d'agir maintenant. Agir maintenant. Merci d'être venu en parler en plateau. On retrouve toutes les actualités sur le collectif Sans Plastique, collectif Cantine Sans Plastique au niveau France, sur le site internet qui s'affiche, et aussi une page Facebook pour l'antenne de Lucienne qui existe. Merci à vous deux. Bienvenue tous les autres collectifs du 78 s'ils nous entendent. Très bien. Merci Mélanie Toussaint, merci Christelle Vautrin. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Cantine Sans Plastique de Lucienne. Et depuis le début de l'année, en France, 142 féminicides ont été perpétrés, un phénomène que souhaite endiguer le gouvernement. Il a organisé le premier Grenelle des violences conjugales qui s'est achevé il y a 2 semaines. Parmi ces femmes victimes de violences, certaines ont osé briser le silence, parler des sévices qu'elles subissaient. Nous avons rencontré l'une d'elles et elle est hébergée aujourd'hui et aidée, cachée par une association œuvrant en Ile-de-France. Mathilde Demilly pour les moyens techniques. Bonjour Simone. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien et de nous partager votre témoignage. Vous avez été victime de violences conjugales pendant 5 ans. Avant d'en parler, une ancienne vie, un ex-mari que vous avez aujourd'hui quitté. Vous êtes accompagné et hébergé au sein d'une association qui œuvre dans la région parisienne auprès des femmes battues. On va parler avec vous de votre parcours, du déclic aussi qui vous a fait sortir du silence et aussi de vos craintes actuelles. Déjà, si on revient sur votre histoire aussi avec votre ex-mari, quand a débuté votre relation avec votre ex-mari et comment a débuté justement cette relation? Cette relation, ça a commencé en 2014 à l'étranger, et il venait me demander mariage. C'est ses parents qui m'ont demandé mariage pendant 2 fois. Je refusais jusqu'à la 3e fois. C'est mes parents me proposent d'essayer de le rencontrer et de faire connaissance avec lui. Et effectivement, on a rencontré, on a fait connaissance, et on est se mariés en 2015 et j'ai rentré ici en France. Comment s'est déroulé le début de la relation? Est-ce que les coups sont apparus dès les premiers mois ou finalement ça a mis du temps à apparaître? Non, 2 mois ça va, mais je commence à voir des choses qui c'est pas normal. Il me demande beaucoup de choses que j'ai pas le droit. Il faut que tout le temps je demande son autorisation, l'autorisation de ses parents pour faire les choses. Ça m'a étonnée. Mais c'est pas ça ce qu'on a discuté à l'étranger, c'est pas ça qu'il m'a promis.
Après, j'ai tombé enceinte. Le problème, ça commence petit à petit. Il y a des violences, mais c'est pas physique, mais mentalement. Donc c'est d'abord de la violence psychologique, avant de se traduire par de la violence physique. Oui. 2016, j'ai couché ma fille. Et le jour que j'ai sorti de l'hôpital, c'est la première fois que j'ai reçu des violences physiques. C'est là qu'il y a eu les premières violences physiques. Vous le disiez juste auparavant, vous ne vous sentiez pas libre, c'est ça? Oui, vous deviez demander l'autorisation pour... Non, il faut que je demande l'autorisation de tout. Et lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, de vivre sa vie comme il veut, même il ne respecte pas notre relation, qu'on est mariés. Il dit qu'il est encore libre. Par contre, moi, j'ai senti qu'il se fait comme dans un cage. Je peux rien faire sans demander son autorisation et l'autorisation de ses parents. Vous avez l'impression de vous sentir en cage, vous l'avez dit. Oui. Les premières violences physiques, elles sont apparues après la naissance de votre fille? Oui. J'ai resté à l'hôpital 2 jours et le jour que j'ai sorti de l'hôpital, je rentre à la maison. C'est ça le premier jour qu'il m'a tapé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai rien senti, ça y est, j'ai dit c'est fini, ma vie, tout ça, j'arrive à rien faire. J'étais faible, parce que j'ai couché en césarien, j'ai même pas la force pour réagir. Il m'a donné un gifle, il m'a poussé jusqu'à une cicatrice, elle était ouverte. Et à ce moment-là, vous vous dites que ces violences ne se reproduiront pas. Est-ce que vous avez peut-être cherché à lui trouver des excuses? Quel a été votre état d'esprit? Non, j'ai pas cherché des excuses, mais j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai dit, c'est bon, on arrête là, moi je rentre à l'étranger. Stop, je peux plus. Mais mes parents, ils vont rien faire parce qu'ils sont loin. Ça veut dire même le téléphone, il a coupé le contact pour appeler mes parents et tout ça. Et donc ces coups, ils ont duré pendant 5 ans de violence, 5 ans de peur aussi. Est-ce que vous avez craint pour votre vie? Oui. Parce qu'on m'a menacé plusieurs fois. Je sais qu'il est capable, que sa famille est capable de me faire mal. Ça, je le savais. Il y a eu un déclic, ça arrivait cette année, en 2019. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé parler, osé briser le silence, justement? J'ai commencé, quand je commence à travailler, le travail, ça me donnait un petit peu courage et je commençais à parler avec les gens. Mais 2019, le mois de juillet, il y a des violences qui m'a tapé avec la porte de la voiture dans l'arrêt. Et c'est le maire qui m'a trouvé par terre dans le cas-là. Je crois que c'est lui qui m'a encouragée. En fait, c'est pas lui personnellement, mais c'est la chef de la cabine qui m'a donné un numéro. Il a appelé une association et j'ai raconté ma situation. Et aussi, pendant que j'étais dans l'ambulance, il y a un policier qui est monté dans l'ambulance. Il m'a dit, madame, il faut porter plainte parce que cette fois-ci, il t'a envoyé à l'hôpital. La prochaine fois, ça va être cimetière. Vous en avez parlé, vous avez porté plainte. Du coup, ça a été quoi pour vous? Ça a été un soulagement à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai pas porté plainte. Pas tout de suite? Pas tout de suite, parce que j'étais peur. Et il m'a menacé, il m'a dit si tu portes plainte, je veux te tuer, personne ne va trouver ton corps. C'est-à-dire, j'étais peur, même porter plainte, j'arrive pas. Je dis, peut-être ça se fait pas, peut-être vraiment il va me tuer, il va m'enlever mon enfant. Mais quand je suis sortie, l'association m'a hébergée, j'ai porté plainte. Et donc là, ça fait 2 mois, c'est ça, que vous êtes hébergé par cette association qui œuvre en Ile-de-France. Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être accompagné, d'être aidé par une association? J'ai senti que je suis protégée et j'ai senti qu'il y a des gens qui sont là pour nous. C'est comme, je dis tout à l'heure, je sentis comme je suis dans une cage. Maintenant, je sens comme il y a quelqu'un qui allume la lumière et essaye de m'apprendre à voler. Est-ce que vous avez encore peur aujourd'hui? Oui, il y a de la peur, mais c'est pas
C'est pas comme avant ? C'est pas comme avant. C'est quoi justement vos peurs aujourd'hui ? Ma peur aujourd'hui, c'est ma fille. Parce qu'il menace toujours de me prendre mon enfant et de partir avec lui à l'étranger. C'est ça ce qui m'a fait peur maintenant. Et pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message adressé à des femmes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous avez été, c'est-à-dire d'être battues, de subir des violences et de ne pas en parler ? Est-ce que vous avez un message à leur adresser ? Un message. Et il faut parler. Il faut prendre le courage de parler. Il ne faut pas supporter des choses qui ne sont pas normales. Parce que plus qu'on supporte, plus on risque de perdre notre fille. Il y a des gens qui sont là pour nous, qui peuvent nous aider, qui nous accompagnent. Il faut prendre le courage. Même s'il y a la peur, mais toujours il faut prendre le courage de parler. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Et on rappelle ce numéro d'écoute gratuit et anonyme, le 3919, ouvert 7 jours sur 7 et désormais 24 heures sur 24. Une balade urbaine au cœur de Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs habitants se sont donné rendez-vous samedi matin, salle Léo Ferré à Montigny-le-Bretonneux pour cette marche exploratoire. Ils ont pu faire remonter avis et remarques sur l'hypercentre, ce secteur autour de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération et la ville inimontaine ont lancé une concertation pour la rénovation de ce quartier, achevé en 1987 et aujourd'hui vieillissant. L'idée est de le rendre plus attractif et plus lisible. Écoutez les objectifs au micro de Mathilde Demy. L'objectif principal, c'est redynamiser ce secteur, renforcer son attractivité. En gros, la démarche, c'est de s'appuyer sur la qualité du secteur en confortant ses caractéristiques environnementales et naturelles, réinventer et travailler sur l'attractivité du secteur, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un environnement très concurrentiel en termes de commerce, et puis traiter toutes les problématiques d'identité, d'image de quartier et les continuités avec fonctionnelles, spatiales, avec tous les quartiers environnementaux. Des ateliers créatifs et des réunions seront également au programme de cette concertation. Les marchés et festivités autour des fêtes de fin d'année continuent. Ce week-end, c'est le département des Yvelines qui organisait ses propres animations. 2 jours sous le signe de Noël au cœur du domaine de Madame Elisabeth où les produits locaux occupaient la première place. Mélanie Poquet. Le domaine de Madame Elisabeth avait revêtu les couleurs de la fin de l'année. Pour la 2e année consécutive, le département des Yvelines proposait son comptoir de Noël. Nous sommes obligés, hélas, de fermer ces lieux dans l'année parce que ce sont aussi des lieux où on travaille. Et c'est pourquoi je souhaite que progressivement, nous, on aille travailler ailleurs et que ces lieux donc soient pour tous les Yvelinois. J'insiste. Découverte de poneys, projection de films d'animation, mais surtout présence d'exposants. Une 50aine d'artisans et producteurs étaient présents avec un point commun, ils sont tous yvelinois. C'est important pour les gens qu'ils puissent retrouver des créateurs, des gens qui font vraiment de la production, bien sûr locale, qui permettent aussi de pouvoir avoir un suivi, qu'on puisse retrouver nous, notre clientèle, et que les clients puissent aussi suivre notre travail, nous voir, nous revoir. On est dans la mode du locavore. Et les gens, de plus en plus, on nous demande mais où sont vos ruches, comment vous produisez, etc. Ils veulent se renseigner, ils veulent adhérer à notre concept. Et justement, ils adorent et donc du coup, ils achètent et ils sont fidèles. Cette année, près de 12 000 personnes se sont laissées tenter par ce comptoir de Noël. Encore un peu de patience, plus qu'une quinzaine de jours avant que les cadeaux se retrouvent au pied du sapin. Pendant les vacances de Noël, vous ne pourrez malheureusement pas vous rendre dans ce club emblématique des sports de raquettes à Montigny-le-Bretonneux. Le village va fermer ses portes à partir du 21 décembre pour rénovation. Des premiers travaux conséquents depuis son ouverture en 1984. Le point sur le chantier avec Marilène Yapichino, les images de Patrick Jacques de Dixmude. Créé à l'initiative d'un particulier en 1984, puis repris par la municipalité au milieu des années 90, le club Le Village de Montigny-le-Bretonneux ferme ses portes pour être entièrement réhabilité. Fermeture le 21 décembre prochain pour 12 mois de travaux prévus. L'ensemble a été repensé dans sa globalité.
Donc ça, cette halle-là va complètement disparaître, donc ce qui va nous permettre d'avoir ici, sur cet emplacement à peu près, l'arrivée des personnes qui viendront fréquenter le club de village par ce chemin-là. Et du coup, l'activité quand même tennis et badminton se retrouvera sur la halle qui sera fermée, donc la halle fermée qui sera ici à la place des tennis découverts. Et donc on retrouvera nos 2 terrains de tennis et nos terrains de badminton. Une halle détruite pour être reconstruite, l'objectif est de moderniser l'ensemble, le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et l'adapter aux nouvelles pratiques sportives. Vous voyez que c'est quand même une halle qui est quand même en bon état, donc il n'y aura pas d'énormes travaux de réfection, puis surtout une structure qui est quand même saine et qui va nous permettre donc d'avoir ici une activité donc, avec 3 terrains de futsal et des terrains de paddle. Sur cette superficie extérieure, une halle flambant neuve sera installée pour y accueillir terrain de tennis et de badminton. Une bande végétale restera pour des activités de plein air type beach volley. Et donc voilà, ça c'est la partie sur laquelle viendront se greffer les logements. 55 à 60 logements pour lequel un opérateur sera déterminé avant la fin de l'été 2020. Un investissement total de 6,2 millions d'euros pour la ville. Le club Le Village compte 600 adhérents. Et puis un mot de football avant de refermer ce journal. Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football a livré son verdict hier soir. Pas de PSG pour Versailles. Ce sera le club de Granville qui évolue en National 2, soit une division au-dessus des Yvelinois. Le leader de National 3 recevra la formation normande au stade Montboron le samedi 4 ou le dimanche 5 janvier. Cela reste à déterminer en début d'après-midi. Et des retrouvailles 10 ans après, en 2009. Versailles avait éliminé Granville au 7e tour de la Coupe de France. Espérons que cela se reproduise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous sur TV78.